dans cette introduction de trancher pour ou contre le cognitivisme esthétique sous ces deux formes ou en faveur de l'une ou de l'autre, ni de justifier ou de contester la version essentialiste. Notre intention est simplement de poser la question de savoir si la valeur cognitive des œuvres d'art entre dans leur mérite artistique, ou si cette valeur ne s'y attache que de façon contingente et non décisive, ne pouvant alors constituer une norme de leur intérêt artistique. Ce livre est destiné à explorer ce thème, à témoigner de sa richesse et à examiner sa signification. Y comprendre de partie, l'une générale pose le problème dans sa globalité pour tous les arts et l'autre s'attache à des questions particulières. Une défense du cognitivisme esthétique, sous ce que nous avons appelé sa première forme, peut consister à montrer comment les œuvres d'art fournissent la base de l'apprentissage éthique, comme le propose Barry Gout. Le rôle éthico-cognitif de l'imagination dans l'expérience artistique est illustré par l'examen comparatif de 3 exemples. Une controverse morale ordinaire, une célèbre expérience de pensée philosophique et une situation fictive tirée du roman de William Styron, Le choix de Sophie. Sans contester cette thèse, et même tout en défendant d'une certaine façon le cognitivisme esthétique, Roger Pouévé entend montrer en examinant le phénomène de la résistance imaginative les limites de nos capacités modales sollicitées de manière exemplaire par les œuvres d'art. Dès lors, le cognitivisme esthétique, partiellement correct, doit rester modeste dans ses prétentions. L'examen de la conception de Goodman constitue dans cette investigation générale, à propos des valeurs cognitives dans les arts, une étape essentielle pour comprendre le cognitivisme esthétique. Comme nous l'avons dit, Nelson Goodman s'est fait le défenseur de la thèse, selon laquelle les œuvres d'art ont un apport cognitif et exigent des compétences qui ne sont en rien étrangères à celles qui sont à l'œuvre dans l'activité scientifique. Jacques Morisot précise la spécificité philosophique de cette conception cognitive de l'art, et notamment le cognitivisme sous sa deuxième forme. Jean-Marie Schaeffer brosse un panorama de la question des valeurs cognitives dans les arts, avant d'indiquer en quel sens une conception cognitiviste peut donner un sens plus précis à la notion de valeur dans l'expression valeur cognitive. Ces deux exemples sont les jeux vidéo et les fictions. Les normes à l'œuvre dans l'activité esthétique ne sont pas seulement celles que la psychologie cognitive peut mettre en évidence, comme le montre Pierre Desmelanéré. L'analyse sociologique peut également donner un éclairage relatif sur les normes constitutives du jugement esthétique et aider à décider jusqu'à quel point une revendication cognitive en ce domaine est ou non justifiable. La deuxième partie du livre commence par l'examen de la thèse, selon laquelle la compréhension en mathématiques pourrait avoir partie liée à l'esthétique. Caroline Julien met en évidence le rôle de l'esthétique en ce qui concerne la compréhension et l'invention des mathématiques, à travers des exemples précis et l'utilisation de la symptomatologie esthétique de Goodman comme outil d'analyse. Peter Lamarck, quant à lui, émet des réserves sur le cognitivisme esthétique, en demandant si les valeurs cognitives ne sont pas contingentes pour les œuvres d'art, comme en témoigne le rapport complexe qu'entretiennent les œuvres littéraires avec la vérité. John Zane-Bekis examine la relation épistémique, elle aussi fort complexe, entre les photographies et ce qu'elles représentent, et répond en ce sens à la question de savoir comment elles peuvent nous faire connaître quelque chose. Grégory Curie introduit une réflexion sur la façon dont les photographies se distinguent à cet égard des peintures et examine le phénomène de la dissonance représentationnelle à partir de l'exemple d'une photographie de la Reine de Mai par Julia Cameron. Dans le contexte d'une épistémologie des vertus, Sandrine Darcel analyse le rapport entre musique, émotion et connaissance. Il s'agit d'examiner en quoi l'expérience musicale peut constituer une forme d'apprentissage sentimental et par là avoir une valeur cognitive. Enfin, on comprend mieux, grâce aux analyses de Gerald Levinson, quelle forme d'intelligence est à l'œuvre dans les subtiles différences d'interprétation de standards du jazz vocal. D'un chapitre à l'autre, certaines notions dans leur rapport avec la discussion des valeurs cognitives, réelles ou supposées, de l'art, font l'objet d'éclairages contrastés.
celle d'imagination, de résistance imaginative, de normes esthétiques, éthiques, sociologiques, de représentation littéraire, culturelle, photographique, mathématique, d'émotion cognitive, d'interprétation. Cette investigation est une voie en vue d'une analyse générale à propos de l'évaluation des arts. Sur quoi portent et reposent les jugements de valeur au sujet des œuvres d'art? En quoi consiste là ou les valeurs de l'art? Ainsi, il faut se garder de supposer qu'il n'y a que l'évaluation cognitive pour l'œuvre d'art. Le questionnement à propos des bénéfices cognitifs dans les arts, loin d'exclure une analyse de valeur morale, politique, hédonique, y conduit. Plus fondamentalement, la lecture des différents chapitres devrait permettre au lecteur, c'est au moins ce que nous espérons, de mesurer le bien fondé de l'opposition des deux séries littéraires et scientifiques, L et S. Pour contester qu'elles soient parfois, elles semblent toujours l'emporter quand on organise un système d'études. On a alors du mal à penser que ce n'est pas finalement pour certaines bonnes raisons, sans parvenir à se convaincre de son manque de pertinence. Ce livre est destiné à éclairer ce phénomène d'ambivalence et à tenter de suggérer jusqu'à quel point les arts possèdent des valeurs cognitives. Par conséquent, l'enjeu principal est le suivant: ne pas céder à la tentation de l'intellectualisme, selon lequel les sciences sont et doivent être les seules activités à teneur épistémologique en tant que source de connaissances et processus impliquant des capacités cognitives. Autrement dit, il s'agit de contester, ou en tout cas d'analyser l'idée selon laquelle le domaine des sciences recouvre de manière exclusive le domaine des valeurs cognitives. Le cognitivisme esthétique, Beris Gaut, l'apprentissage éthique, l'art et l'imagination. On admet couramment la possibilité d'apprendre nos obligations éthiques, mais l'idée que notre imagination joue fréquemment un rôle vital dans cette éducation éthique est moins habituelle. Dans ce texte, je veux examiner en détail le fonctionnement cognitif de l'imagination dans l'éducation éthique, en attirant l'attention sur les fonctions jouées plus particulièrement dans ce processus cognitif par l'universalisation et l'accointance imaginative. Cette explication fournira des éléments permettant de montrer comment, quand notre imagination est guidée par des œuvres d'art, nous pouvons aussi acquérir une connaissance éthique, un mode d'acquisition fécond à la fois du point de vue cognitif et esthétique. En fait, je vais défendre l'idée d'une certaine continuité entre l'éducation éthique dans la vie ordinaire, dans les œuvres philosophiques et dans les œuvres d'art. J'examinerai à cette fin 3 types de cas apparentés. L'un relève du discours moral ordinaire, un autre de la philosophie et le troisième de la littérature. Apprentissage éthique et imagination. Commençons par la question de savoir comment on en vient à apprendre moralement et en quoi cette connaissance consiste. La moralité porte sur les motivations et les sentiments. Dès lors, l'apprentissage moral n'implique pas simplement de savoir quelque chose de général. Par exemple, que le mensonge est une mauvaise action. La moralité, c'est aussi savoir comment agir et quels sentiments avoir, être disposé à ne pas mentir et, en cas de mensonge, se sentir coupable, par exemple. Nos croyances à cet égard sont le plus généralement testées et justifiées par un équilibre réfléchi, c'est-à-dire en tentant de faire coïncider nos jugements particuliers sur les cas individuels et nos croyances générales, y compris celles qui portent sur les principes moraux. L'usage fait de l'équilibre réfléchi n'est pas seulement étroit, confiné dans les limites du domaine des croyances morales et des principes moraux. Il peut aussi être large, faisant intervenir les croyances qui portent sur des faits non moraux, comme la psychologie humaine. Ce rôle de l'équilibre réfléchi dans le domaine moral est maintenant relativement bien compris et étudié. Dans ce cadre, on trouve 2 méthodes particulières d'éducation et de justification morale. Ce sont celles sur lesquelles je me concentrerai. La première méthode porte sur l'usage de l'universalisation comme caractéristique importante de la pensée morale. Dans un article influent, Haré considère les jugements moraux comme universalisables, dans le sens où ils impliquent des jugements identiques sur tous les cas identiques du point de vue de leur propriété universelle. C'est une forme de survenance. Du fait du caractère universalisable des jugements moraux, il est toujours approprié de demander à celui qui suggère de faire quelque chose s'il serait encore d'accord si c'était à lui que ce qu'il propose serait imposé.
C'est seulement s'il accepte encore que le test d'universalisation est réussi et que la proposition est moralement acceptable, ce qui ne veut évidemment pas dire que cela soit suffisant pour la rendre moralement acceptable. Si quelqu'un proposait la suppression des soins médicaux gratuits financés par l'État, nous pourrions légitimement lui demander s'il soutiendrait encore cette politique dans le cas où il aurait besoin d'une assistance médicale d'urgence sans avoir les moyens de se la payer. La proposition s'appliquerait en effet à tout le monde. Personne ne devrait avoir le droit à la sécurité sociale gratuite. Et dès lors, elle s'appliquerait à lui, même s'il était pauvre et de santé fragile. Le test recourt à l'imagination et ne requiert pas de confirmation empirique directe. C'est un test portant sur ce que celui qui propose déciderait s'il se trouvait dans une certaine situation contrefactuelle. Il est important de comprendre correctement le test. Il faut distinguer le juge, qui considère ce qui est proposé, et ce que nous appelons la cible du jugement. La personne dont le comportement et les choix seront gouvernés par la décision, par exemple la personne qui ne recevra pas de soins médicaux gratuits, selon John Mackey, le test requiert que la cible puisse approuver la décision prise. Au sujet de ce qu'il considère comme la troisième étape de l'universalisation, il soutient que ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder les choses à la fois de son propre point de vue et de celui d'une autre personne, et de découvrir des principes d'action acceptables des deux bords. Mackey doute à juste titre qu'aucun principe puisse satisfaire un tel test du fait de la diversité des points de vue existants, qu'aucune décision quelque peu substantielle puisse faire l'objet d'un accord universel n'aurait rien de surprenant, mais la condition d'universalisation peut ne pas avoir ce sens, car l'universalisation requiert que le juge, s'il se trouvait dans la position de la cible, accepterait alors d'être traité comme il le propose pour la cible. Il n'est pas requis que la cible puisse approuver la décision. Cela irait au-delà de ce que l'universalisation requiert, car celle-ci est un test exigeant que des situations dont les propriétés sont semblables soient traitées de la même façon par le juge, et non que tous les juges, y compris ceux qui se trouvent dans la position de la cible, s'accordent sur ce jugement. La prétendue condition d'un accord universel est beaucoup trop forte, car la cible peut, d'une façon ou d'une autre, manquer d'objectivité et aussi être peu susceptible d'approuver la décision, parce qu'elle n'y trouve aucun avantage, même s'il est juste qu'on la traite ainsi. Par exemple, un juge des peines peut à juste titre condamner un accusé pour un crime odieux. Le test d'universalisation requiert que le juge s'accorde sur le fait que, s'il avait commis ce crime, il serait condamné de la même façon. Mais si on demandait à l'accusé si lui, il approuve sa condamnation, alors il se pourrait très bien que non, bien qu'il la mérite à juste titre. Étant donné la mentalité du criminel, cela ne serait guère surprenant. Dès lors, plusieurs caractéristiques importantes du test deviennent nettement plus claires. Premièrement, il est authentiquement a priori, par exemple, il ne requiert pas de rechercher si oui ou non tout le monde approuve la règle convenue, et il est fondé sur une expérience menée dans l'imagination. C'est un test fondé sur l'universalité des raisons, exigeant que des situations semblables soient traitées de manière similaire. Deuxièmement, dans le cas de la moralité, c'est un test qui supprime ou atténue la partialité. En se plaçant de manière imaginaire dans la position de la cible, on est invité à se demander si la prise de décision est liée au fait qu'elle va dans le sens de nos propres intérêts ou si c'est quelque chose qu'on pourrait approuver dans une perspective impartiale. Le citoyen riche et en bonne santé, dont la richesse est menacée par les fortes taxes nécessaires pour financer les soins gratuits, est invité à se demander s'il serait toujours en faveur de la suppression des soins médicaux gratuits, même si ce n'est pas dans son intérêt de le faire, parce qu'il est, dans le scénario imaginé, pauvre et malade. Le juge, dans ces scénarios imaginés, est une sorte d'observateur de la scène morale, et il possède ainsi la distance de l'observateur vis-à-vis d'elle. Mais ce qu'il observe, c'est lui-même dans le scénario imaginé. Le dispositif contrebalance par conséquent la partialité qui tend à apparaître lorsqu'on juge immédiatement suivant ses propres intérêts. Troisièmement, l'universalisation ne saurait constituer un test suffisant de ce qui est moralement correct, car conformément à la structure générale de l'équilibre réfléchi, elle est essentiellement un test de cohérence entre les jugements moraux actuels
et ce que l'on est disposé à juger dans les cas contrefactuels. S'il devait y avoir un conflit entre des jugements, on pourrait trouver de multiples solutions. Par exemple, reconnaître l'exigence morale de soins gratuits n'est pas une conséquence nécessaire du scénario imaginé. L'homme riche et en bonne santé peut juger que même s'il était pauvre et malade, il ne devrait pas malgré tout bénéficier de soins médicaux gratuits. Il pourrait juger qu'une telle dépendance est humiliante. Rien dans le test d'universalisation ne montre qu'à cet égard, il est tort, car même s'il devait imaginer que pauvre et malade, il n'aurait jamais de tels solides idéaux individualistes, encore pourrait-il juger contra maquis et en cohérence avec la condition d'universalisation qu'il ne devrait pas bénéficier de soins médicaux gratuits. Jusqu'ici, j'ai parlé du juge jugeant, de ce qui devrait lui être fait s'il se trouvait dans la position de la cible. Cependant, il ne faut pas comprendre cette manière de présenter les choses comme excluant le rôle des sentiments et des émotions dans l'élaboration du jugement. Le juge peut ressentir de la pitié envers lui-même en tant que cible ou ressentir de la colère à propos de la façon dont il a été traité en tant que cible. Ici, les émotions sont relativement révélatrices de quelque chose au sujet des attitudes du juge, et ce dernier peut réaliser, en y réfléchissant, que la colère qu'il ressent indique une disposition établie à juger que la décision est mauvaise. Dans la mesure où les jugements et les émotions de chacun des individus ne sont pas toujours alignés les uns sur les autres, la dimension affective des réponses au scénario imaginé peut s'avérer fort importante, en ce qu'elle révèle ce qu'il conviendrait de faire. Ainsi, les réponses émotionnelles réelles aux simples états de choses imaginées, ce que j'appellerais l'imagination affective, sont impliquées de manière essentielle dans le test d'universalisation pleinement développé.